Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Rémi Baucher de Batilab. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel, pour notre webinaire mensuel. Alors, avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui et de vous présenter rapidement nos intervenants, je vous rappelle quelques règles d'usage. Vos micros et vos caméras seront coupés et je vous invite donc à utiliser le chat pour échanger avec nos intervenants. Posez vos questions quand elles viennent au fil de l'eau et je me ferai votre porte-parole pour porter ces questions auprès de nos deux intervenants du jour. Le webinaire est, comme à son habitude, enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine ou tout début de semaine prochaine. Et de la même manière, les présentations que nous ont préparées nos intervenants seront mises en ligne sur le site web. Vous recevrez un mail vous indiquant les liens des supports et de la vidéo dès que tout cela sera mis en ligne. Voilà, alors aujourd'hui, un sujet qu'on a choisi de vous proposer parce qu'on est régulièrement et même souvent sollicité sur cette question de l'assurabilité des nouveaux modes constructifs. Donc, on a fait appel à deux experts du sujet, si je puis dire, qui vont nous éclairer sur cette question. Alors, en tout premier lieu, je vais donner la parole à Émilie Roquepotet, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous comme étant notre déléguée régionale de l'agence qualité construction. Émilie va revenir sur la question du principe des techniques courantes et non courantes. Et dans une seconde partie, nous avons invité Thomas Lemaire de la SMA BTP, donc Thomas Lemaire est expert conseil, à venir partager quelques retours d'expérience de l'assureur sur cette question de l'assurabilité et de la gestion des sinistres. Voilà, alors sans plus tarder, je vais, Émilie, te laisser la parole, l'écran, la caméra et le son. Tu peux d'ores et déjà partager ton écran. Et pendant que le partage se fait, je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez poser vos questions via le chat. Voilà, très bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Roquepotet, la déléguée régionale de l'agence qualité construction. Petite présentation très succincte de l'AQC. L'agence qualité construction, c'est une association qui a deux missions d'intérêt général qui sont de prévenir les désordres et d'améliorer la qualité de la construction. Et donc là, l'idée, c'est que je puisse vous présenter dans un premier temps on va dire les grands principes autour des techniques courantes et non courantes. Je partage mon écran. Voilà. Donc l'idée sur ces techniques-là, c'est avant tout donc, de prévenir les désordres et notamment tout ce qui a un rapport avec les produits. Alors, évidemment, c'est bon, voilà. C'est issu à l'origine donc, de la garantie décennale. Donc la garantie décennale a été mise en place par la loi Spinetta à la fin des années 70. Et surtout, donc on connaît très souvent la garantie décennale, on connaît peut-être un peu moins le revers de la loi Spinetta, qui était aussi la mise en place de deux assurances obligatoires, que sont la responsabilité civile décennale. Donc c'est une assurance que l'ensemble des constructeurs doivent souscrire, et une assurance dommage-ouvrage, qui est l'assurance que l'ensemble des maîtres d'ouvrage doivent souscrire. L'idée générale, c'est qu'on met en place un système d'assurance qui est là pour rapidement réparer les désordres et permettre des bâtiments qui soient plus, qui soient plus rapidement réparés, et donc avec un système d'indemnisation à double détente relativement complexe, mais qui a cet avantage d'être rapide à mettre en œuvre. Et donc, en fait, dans le cadre de cette mise en place de deux assurances obligatoires, assez rapidement, il y a eu une question prégnante qui est arrivée, c'est comment assurer les produits et les procédés qui sont mis en œuvre par les professionnels et les professionnels de la construction. Donc cette question-là était vraiment très prégnante, parce qu'on pourrait se mettre à la place d'un assureur. Si vous êtes assureur et que vous voulez limiter les risques au maximum, vraiment
diminuer totalement le risque de sinistre, eh bien, vous pouvez être conduit à, vous serez conduit à assurer des produits que vous connaissez depuis de très longues années. Et donc, du coup, il y aurait l'innovation serait moins importante. Donc, en fait, pour permettre une analyse de risque et de savoir quels sont les produits et procédés qui peuvent générer des désordres et quels sont où le risque de désordre est moins important, on a mis en place ce qu'on appelle des conventions. Donc, c'est des conventions entre sociétés d'assurance. Ce sont vraiment des clauses contractuelles. Donc, donc il y a un certain nombre d'assureurs qui se sont mis d'accord sur ce que étaient les techniques courantes et les techniques non courantes. Il peut arriver qu'il y ait des petites variations, mais là, en gros, moi, je vais vous présenter le principe général de pourquoi il y a des techniques courantes et pourquoi il y a des techniques non courantes et lesquelles sont-elles. Donc, en fait, pourquoi des techniques courantes et des techniques non courantes? C'est avant tout un équilibre qui a été cherché, puisqu'en fait, il faut analyser le risque de désordre. Donc, tout produit et procédé mis en œuvre peut avoir un risque de désordre qui est plus ou moins fort selon le type de produit. On imagine quelque chose qui vient juste d'être créé, qui a encore un prototype. Un prototype a forcément plus de risques de désordre qu'un produit qui est mis en œuvre depuis de très nombreuses années. Et on a également besoin d'innovation, parce qu'on ne peut pas bloquer totalement le monde de la construction. Donc c'est vraiment cette recherche-là qui transparaît par cette idée de technique courante et technique non courante. Et donc, dans cette analyse, en fait, l'outil d'analyse de risque des acteurs du bâtiment, c'est ce qu'on appelle la commission prévention produits mise en œuvre, donc la C2P. Vous allez souvent entendre cette C2P pendant cette présentation. La commission prévention produits, qui est-elle? Quels sont ses rôles? Donc, c'est une commission qui est pilotée par l'Agence qualité construction et qui réunit de nombreuses organisations professionnelles. Donc, dans ces organisations professionnelles, vous pouvez notamment en retrouver la liste sur le site de la liste verte de la C2P. Vous avez l'ensemble des organisations qui se siègent dans la commission prévention produits mise en œuvre. Les rôles de cette commission, c'est d'améliorer les produits et les textes qui régissent leur mise en œuvre, d'éviter que de nouveaux produits ou de nouveaux textes ne soient à l'origine d'une sinistralité trop importante et répétée. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que il y a un risque qu'on appelle le risque de sinistre sériel. Ce sont des désordres qui ne sont pas forcément très importants, qui peuvent peut-être ne pas coûter très très cher, mais qui se reproduisent à grande échelle du fait soit d'une erreur dans la mise en œuvre, soit d'une défaillance du produit. Lorsque ce produit a une difficulté technique et que l'on l'a posé sur plein de chantiers, eh bien c'est ce qu'on appelle un sinistre sériel, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un sinistre qui va se produire régulièrement dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans après sa mise en œuvre. C'est la multiplicité des sinistres qui coûte très très cher et que on veut limiter. Donc ça, c'est vraiment un point important de la commission. Et enfin, il y a aussi un rôle de prévention. L'idée, c'est d'attirer l'attention des professionnels lors de leur choix technique sur les produits et procédés susceptibles de présenter des ordres. L'idée, c'est que vous soyez bien informé en tant que professionnel de la construction pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Voilà, on a un certain nombre, par exemple, dans la publication semestrielle de la C2P, il y a toute une liste, par exemple, de familles de produits mises en observation. Et dans cette mise en observation, il y a l'explication de cette mise en observation, quels sont les risques qui ont été détectés. Et comme ça, c'est à vous, une fois que vous êtes informé, de savoir comment les éviter
et est-ce que vous choisissez ou pas ce type de produit. Donc la publication semestrielle de la C2P, elle est disponible sur le site de l'agence qualité construction, elle est gratuite, elle est dans nos ressources, donc il faut vraiment ne pas hésiter à la récupérer, il y a énormément d'informations à l'intérieur. Donc, le principe technique courante et non courante, ça y est, on arrive dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'une technique courante? La technique courante, c'est le cas général. C'est des techniques qui ont un retour d'expérience large et probant, et c'est surtout des techniques qui sont incluses dans les conditions générales des contrats d'assurance des assureurs. Si vous, en tant que constructeur, et si vous ouvrez votre contrat donc en responsabilité civile décennale, eh bien, il y aura marqué, je vous assure, pour des conditions générales suivantes, et notamment que vous posiez des techniques courantes. Et dans certains cas, et là c'est laissé au choix de l'assureur, il est possible aussi de passer en technique non courante. Là, c'est le cas particulier. Donc, c'est des techniques qui sont moins connues. Elles sont susceptibles d'entraîner des risques de sinistres. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Juste pouvoir le fermer. Et donc, les techniques non courantes, c'est des techniques qui sont moins connues, le retour d'expérience il est plus étroit, et donc il peut y avoir, c'est susceptible de créer des sinistres. Et elles peuvent faire l'objet du coup de conditions spéciales de souscription d'assurance. Dans les images que j'ai mis, en fait, l'idée, c'est il y a plusieurs façons d'atteindre une montagne. Vous avez soit vous passez par la grande route et vous passez un col, c'est le cas des techniques courantes. C'est le cas général, c'est celui qui est facile. Et vous pouvez sinon décider de prendre une piste pour monter la montagne. Là, c'est le chemin des techniques non courantes. Vous avez le droit de le prendre, mais il faut que vous sachiez que forcément, ce sera un chemin un petit peu plus complexe que le cas général, puisque là, vous allez avoir des possibilités de choix qui n'arrivent jamais sur la technique courante, tout est dans la technique courante, tout est déjà expliqué, alors que dans la technique non courante, il va falloir réfléchir un petit peu plus si vous souhaitez vous engager dedans. Et notamment tout ce qui est nouveau mode constructif, et donc dans tous les cas de l'innovation, c'est par ce chemin-là que l'on passe, et il faut savoir que ça demande un peu plus d'investissement pour l'ensemble de tous les acteurs du bâtiment. Et donc la grande difficulté que l'on a également, c'est de savoir est-ce que je suis en technique courante ou est-ce que je suis en technique non courante. Et pour cela, vous trouverez dans la publication semestrielle de la C2P ou sur le site internet de l'agence qualité construction, le tableau d'analyse de la C2P qui un peu explique l'aiguillage entre technique courante et technique non courante. Donc, l'aiguillage, c'est ce tableau-là. Vous voyez qu'en partie haute, donc, vous avez 4 grands types de textes de référence. Vous avez d'abord ce qu'on appelle donc, les normes et DTU. Ça, usuellement, ils sont plutôt bien connus. Les recommandations professionnelles acceptées par la C2P, les règles professionnelles, et ensuite les avis techniques et documents techniques d'application. Et en partie basse, vous voyez qu'il y a donc 2 grands blocs, un technique courante et un technique non courante. Et dans ces 2 grands blocs, on observe assez rapidement que les règles professionnelles et les avis techniques et DTA ont possibilité d'être soit en technique courante, soit en technique courante. Donc, je vais pouvoir détailler juste après l'analyse de la C2P, comment ça se passe et comment on sait pour savoir si on est plutôt sur la technique courante ou plutôt en technique non courante. Donc déjà, faisons la partie simple, c'est les cas de technique courante. Donc en technique courante, vous avez tout ce qui est normes produits, normes de calcul, donc ça c'est les eurocodes, et les normes de mise en œuvre, donc les NFDTU. Donc les normes, ce sont des textes payants que vous trouverez sur les sites de l'AFNOR et de Bâtipédia par exemple. Et usuellement, notamment les DTU sont très connus, il en sort régulièrement.
Par exemple, vous avez des DTU sur la pose de maçonnerie en petits éléments ou des DTU sur le bardage ventilé. Voilà, c'est des explications sur comment mettre en œuvre et quel type de produit mettre en œuvre pour que ça soit conforme au DTU. Vous avez ensuite donc les recommandations professionnelles, donc acceptées par la commission prévention produits. Donc celles-ci, ce sont des textes de référence gratuits que vous pouvez trouver sur le site Programme Pacte. Elles sont également listées, toutes les recommandations professionnelles en cours de validité sont listées dans la publication semestrielle de la C2P. Et enfin, la troisième partie, et d'ailleurs, il n'apparaît pas dans le tableau, parce qu'il est vraiment complètement dans les techniques innovantes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appréciation technique d'expérimentation, donc un ATEX. Les ATEX avec avis favorable sont également de la technique courante. Cependant, pour avoir une appréciation technique d'expérimentation, c'est toute une instruction, notamment par le CSTB, qui va vous demander un petit peu de travail en amont du chantier et jusqu'au chantier. Et enfin, après, là, on va rentrer vraiment dans la partie analyse de la C2P. Et donc, vous êtes dans des produits où, parfois, ils sont en technique courante, parfois non. Donc, deux types de textes. Donc, ce qu'on appelle d'abord les règles professionnelles. Donc, les règles professionnelles sont rédigées par des organismes professionnels du bâtiment, souvent des syndicats ou des associations en rapport avec une technique particulière. Elles sont disponibles auprès de ces organismes professionnels. Et il y a deux cas. Soit elles sont transmises à la commission prévention produits pour qu'on puisse faire notre analyse de risque. Et donc, soit on accepte ces techniques, soit on ne les accepte pas. Ou alors, il y a un autre cas où les règles professionnelles ne nous sont pas transmises, donc on ne peut pas les examiner. Et donc, selon le type de cas, soit en technique courante, ces règles professionnelles, on les a examinées et acceptées, et donc ça passe, vous trouverez la liste dans la publication semestrielle de la CEDP. Soit ces règles n'ont pas été examinées parce qu'on ne les a pas transmises, soit elles n'ont pas été acceptées parce qu'on a estimé que l'analyse de risque était trop importante, il y avait peut-être trop de risques de sinistre. Eh bien, on passe en technique non courante. Et le deuxième cas, c'est le cas des avis techniques, où là aussi, ils peuvent être soit en technique courante, soit en technique non courante. Donc d'abord, les avis techniques, qu'est-ce que c'est? Donc c'est délivré par la CCFAT, qui est instruit par le CSTB. Vous pouvez évidemment les trouver sur le site du CSTB. Et il y a donc des avis techniques qui sont mis en liste verte de la C2P, qui sont en technique courante. Et donc vous trouverez la liste, c'est un site extrêmement simple et très très bien fait. Je vous recommande très fortement, si vous avez un avis technique et que vous ne savez pas s'il est en technique courante ou pas, d'utiliser directement la liste verte de la C2P. Donc vous utilisez ce site internet-là, vous mettez juste le nom du fabricant ou le nom du produit. Et si l'avis technique apparaît, c'est qu'il est sur la liste verte. Donc c'est vraiment un site internet qui est très, très efficace. Sinon, il y a un autre cas, il y a des avis techniques ou des DA qui sont mis en observation. En fait, c'est plus techniquement, d'ailleurs, c'est plutôt des familles d'avis techniques qui sont mises en observation. Dans ces familles d'avis techniques, il peut y avoir certains avis techniques et certains documents techniques d'application qui sont retirés de la liste verte et donc qui deviennent une technique non courante. Ces mises en observation, en dehors du fait qu'elles déplacent entre techniques courantes et non courantes, ce sont aussi une documentation importante pour s'informer sur l'analyse de risque sur certaines familles de produits. Typiquement, si vous voulez savoir le type de risque qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, sur de la ouate de cellulose, sur des panneaux photovoltaïques ou tout autre type de produits qui ont été mis à un moment donné en observation, eh bien, c'est dans la publication semestrielle de la C2P que vous pourrez trouver toutes les informations qui ont conduit à, à aiguiller la famille en technique non courante.
Émilie, il y a déjà quelques questions en lien avec ce que tu viens d'exposer. Oui. Je te propose de te les poser tout de suite. La première, une technique courante ne passe-t-elle pas dans les recommandations professionnelles et n'a-t-elle pas, et de fait, est-ce qu'elle a encore besoin d'un avis technique? Ah, alors, parce que là, du coup, non, normalement, il y a effectivement l'idée, c'est que la partie vraiment innovante, usuellement, on passe plutôt par l'avis technique. Et il peut, au bout d'un moment, on considère que une technique, elle est suffisamment traditionnelle, on a suffisamment de retours d'expérience pour qu'on puisse rédiger ou en tout cas passer sur d'autres types de textes qui sont par exemple les règles professionnelles, les recommandations professionnelles ou les normes. Et effectivement, on a des cas où ça bascule. Donc là, par exemple, sur la publication semestrielle de janvier 2023, donc c'est la toute nouvelle qui vient de sortir, il y a un certain nombre de produits qui avaient été en avis technique, typiquement, les chapes fluides qui étaient en procédure d'avis technique il y a encore, l'année dernière, c'était encore en procédure d'avis technique et qui ont, rédigé leurs règles professionnelles et à partir de là, les avis techniques n'ont plus lieu, d'exister, sauf des cas vraiment très, très spécifiques qui ne seraient pas couverts par les règles professionnelles. À partir du moment où on a des règles professionnelles qui expliquent la mise en œuvre et le choix des produits pour une technique particulière, il n'y a pas besoin, la nécessité d'avis technique n'est plus là. Une seconde question pour les recommandations professionnelles reconnues en technique courante. Du coup, ça ne passe pas par une analyse de la C2P, mais du coup, comment se fait l'acceptation? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, c'est des conventions que la Commission prévention de produits a décidé. Et donc, les recommandations professionnelles acceptées par la C2P, en fait, la différence entre une recommandation professionnelle et une règle professionnelle, c'est la façon dont elles sont mises en œuvre. C'est-à-dire que les règles professionnelles, ce sont des organismes professionnels qui décident de les rédiger, alors que les recommandations professionnelles sont rédigées usuellement plutôt par des groupes, par des groupes de travail où il y a beaucoup plus de regard. C'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'il y ait plus de monde qui rédige ces recommandations professionnelles et donc on considère qu'il y a moins de risques qu'une règle pro. D'où le fait qu'une recommandation professionnelle est tout de suite en technique courante. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais… Ça me semble clair. Alors, une petite dernière, puis je te laisse dérouler ton propos. Quel est en moyenne le taux d'avis technique ou DTA qui sont acceptés en technique courante? Ah, ça, c'est alors, le nombre exact, ça, je ne pourrais pas dire en pourcentage, etc. Mais en fait, il faut savoir quand même que le cas général, c'est les techniques courantes et que le cas particulier, c'est les techniques non courantes. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'avis techniques qui sont en technique non courante par rapport à la quantité d'avis techniques qui sont en technique courante. Vraiment, s'il y a un doute sur un avis technique, l'important, c'est d'utiliser le site de la liste verte de la C2P. Très facile d'utilisation, efficace et qui va vous dire tout de suite si vous êtes en technique courante ou non courante. Mais en fait, il faut savoir quand même que la technique courante, c'est déjà un premier tamis, c'est-à-dire qu'il faut déjà, dans un premier temps, que la famille de produits elle soit mise en observation. Et au sein de cette famille de produits, certains avis techniques sont en liste verte et d'autres non. Donc, on est vraiment sur un entonnoir très resserré. Donc, la majorité des avis techniques sont en technique courante. Merci, mais je garde les questions suivantes pour la fin de ton intervention. Je te laisse continuer. Ok. Bon, en même temps, j'avais quasiment terminé parce qu'en fait, là, j'ai balayé tout le tableau de la C2P. Et après, il reste donc les procédés en technique non courante. Eh bien, c'est le reste des documents. Tout ce que vous pouvez trouver, les avis de chantier, les enquêtes de techniques nouvelles, les passes innovation verts, enfin, toutes sortes de documents que l'on peut vous présenter qui ne sont pas dans le tableau de la C2P. En règle générale, ils sont en technique non courante, sauf éventuelle négociation avec, de contrat avec son assureur. La règle générale et la convention générale, c'est que les documents qui ne font pas partie du tableau de la C2P et qui ne sont pas un avis, une appréciation technique d'expérimentation, ce sont des produits en technique non courante.
Et donc, ce que j'aimerais pouvoir terminer, par contre, c'est ce qu'il faut vraiment faire, parce que c'est assez piégeux, c'est qu'il faut faire bien attention à respecter le domaine d'emploi qui est précisé dans les documents. Parce que jusqu'à présent, donc, je vous ai parlé des règles professionnelles, des avis techniques, de DTU, etc. Alors oui, il y a des DTU, etc., mais il faut les lire, parce qu'à l'intérieur, notamment, il y a marqué le domaine sur lequel il s'applique. Imaginons dans un DTU, il y a marqué le présent, et c'est écrit dans de nombreux DTU, le présent document s'applique aux bâtiments contenant des locaux à faible ou moyenne hygrométrie. Si vous construisez une cuisine industrielle ou si vous construisez des sanitaires publics, enfin des douches collectives dans une halle sportive, il y aura probablement des locaux qui seront en forte hygrométrie. Et du coup, le DTU, là, il ne s'applique pas. Vous n'êtes plus dedans. C'est-à-dire que la technique, soit vous trouvez un autre type de texte qui s'appliquera sur un local à forte hygrométrie, et dans ce cas-là, tout va bien. S'il n'y a pas de texte qui parle de la forte hygrométrie, vous êtes en technique non courante. Pareil pour les avis techniques. Par exemple, vous avez des avis techniques où il y aura écrit, alors ça c'est un exemple, hein, mise en œuvre exclusivement sur charpente bois, chevron avec lito, en surimposition, des couvertures en ardoise, uniquement en pureau à pose, en pose à pureau entier. Si vous êtes dans un autre cas, l'avis technique ne s'applique pas. Vous n'êtes plus dans le domaine d'emploi prévu, et là, vous êtes forcément quelque part dans la technique, en technique non courante, parce qu'après l'avis technique, de toute façon, il ne reste plus que éventuellement un ATEX à faire. Donc voici donc pour les premières, dire le principe des techniques courantes et non courantes. Ce sont des domaines en termes d'assurabilité qui sont particulièrement, on va dire, touffus. Il y a énormément de cas particuliers, et énormément de questions techniques qui peuvent apparaître sur ces parties-là. J'espère que j'ai réussi au moins à vous proposer une vision d'ensemble pour que vous puissiez déjà plus facilement vous positionner quand vous souhaitez poser un mode constructif innovant. Où est-ce que vous souhaitez, par quel type de texte, ou en tout cas quelle procédure mettre en place pour pouvoir vous assurer que vous maintenez et maîtrisez les risques. Donc, et pour éviter finalement qu'il y ait des désordres dans les années suivant la construction. Merci beaucoup, Émilie. Alors, peut-être une ou deux questions rapidement. Est-ce qu'il existe des cas où on se trouve ni en technique courante, ni en technique non courante, s'il n'y a pas, par exemple, ni de règle pro, d'ATEC, de DTA? Non, en fait, si vous n'êtes pas en technique courante, vous êtes en technique non courante. Est-ce qu'un ATEX est lié à un chantier en particulier ou est-ce qu'il peut, alors, entre guillemets, faire jurisprudence pour être utilisé sur d'autres chantiers et être décliné ensuite? Alors, il y a plusieurs types d'ATEX. Si vous souhaitez vous lancer dans cette procédure-là, je vous conseille très fortement de regarder sur le site du CSTB, c'est très bien expliqué. Il y a effectivement plusieurs types d'ATEX. Il y a les cas A, B, C. Certains peuvent être dupliqués ponctuellement sur d'autres chantiers. D'autres sont sur un chantier en particulier. Là, je vous recommande très fortement d'aller voir le site du CSTB qui explique très bien les procédures d'appréciation technique d'expérimentation. Ok. Allez, deux petites questions pour finir. De quel groupe spécialisé de la C2P dépendent les règles pro pour la construction chanvre et pour la construction paille? Alors, c'est un peu coupé au tout début de la question, du coup, je n'ai pas compris la… Dans quel groupe spécialisé de la C2P dépendent les règles pro pour la construction chanvre et pour la construction paille? Ok, alors là, par contre, il y a une petite confusion. Les groupes spécialisés, c'est des groupes qui appartiennent au CSTB. Donc, nous, on n'a pas de groupe spécialisé au sein de la QC. On n'a pas de… Donc, éventuellement, on peut avoir des sous-commissions de la C2P pour des points techniques, mais on n'a pas de groupe spécialisé. Alors, du coup, pour la construction en chanvre, hein, si je ne me trompe pas, là, il faut, dans un premier temps, aller regarder ce qu'il y a dans les règles professionnelles. Donc, il y a des règles professionnelles pour la construction en béton de chanvre, typiquement, et voir si votre opération s'applique dans le cadre de ces règles professionnelles. Donc, bien les lire et vérifier que le domaine d'emploi est en accord avec ce que vous souhaitez construire ou rénover.
Et après, ben, si ça rentre dans les règles professionnelles, ben, vous êtes en technique courante. Si ça rentre pas dedans, ça veut dire qu'il va falloir regarder soit s'il y a des avis techniques sur ce sujet-là, soit vous êtes en technique non courante. Merci beaucoup, Émilie. Alors, il y a des questions qu'on ne va pas avoir le temps de poser probablement aujourd'hui. On verra si on a un petit peu de temps en fin de webinaire. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nos intervenants sont engagés à apporter une petite réponse succincte par écrit et on mettra ça en ligne avec les supports de présentation. Merci beaucoup, Émilie Roquepoté, pour cette présentation au nom de la QC. Je passe maintenant la parole à Thomas Lemaire, expert conseil pour la SMA BTP. Bonjour Thomas. Bonjour, je pense et j'espère que vous m'entendez. Parfait. Donc, SMA BTP, je présente rapidement parce qu'on pense toujours que tout le monde connaît, mais c'est donc un assureur mutualiste qui a plus de 160 ans d'existence, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3600 collaborateurs. Et donc, c'est vraiment un assureur de référence dans le domaine de la construction. Moi, j'y travaille depuis 22 ans en tant que analyseur de risque en tant qu'expert. Je fais de l'expertise de construction et puis je fais de l'assistance technique parce que le propos de ce matin veut bien dire que l'assurance construction, une notion de technique non courante, c'est de la technique et du juridique mélangé. Et donc, mon métier, c'est de faire la traduction entre des juristes et des techniciens et inversement. Donc, je vais partager mon écran par rapport à la présentation que je veux faire ce matin. Je pense et j'espère qu'elle s'affiche pour vous. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Merci. Donc, je veux tout de suite mettre les pieds dans le plat pour dire que l'assureur est souvent considéré comme un frein à l'innovation. En tout cas, c'est ce que j'entends. Vous nous embêtez tout le temps, vous les assureurs. Bon, moi, je peux comprendre que cette critique soit formulée par qui ne connaît pas les mécanismes de l'assurance. Et mon propos, ça va être d'essayer de lever le voile sur ce qui permet d'admirer l'arrière du décor. Ça ne va pas être un mélodrame, je ne vais pas vous demander de pleurer pour les assureurs, mais ça va être plutôt un thriller, j'espère, parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui donne du suspense dans mon activité de tous les jours. Nous allons parler de l'assurance, l'assurabilité des nouveaux modes constructifs. C'est le sujet de ce matin. Et ces nouveaux modes constructifs, aujourd'hui, sont impulsés par les évolutions réglementaires, notamment environnementales et puis énergétiques. On a vu la RT 2012, mais aujourd'hui, c'est la RE 2020. Et tant mieux si il y a ces évolutions. On a des évolutions technologiques parce que les produits évoluent. On a aussi l'ingéniosité des constructeurs qui ne manquent pas d'audace, et c'est tant mieux. Et donc, l'assureur doit accompagner ce monde de la construction, apporter des solutions d'assurance à des nouveaux métiers. On a des nouveaux modes constructifs, mais on a aussi des nouveaux métiers. On a les BIM managers, les spécialistes du photovoltaïque qu'on ne connaissait pas à une certaine époque, les diagnostiqueurs pour les matériaux de réemploi. Ça, c'est une évolution. Ce n'est pas un nouveau mode constructif, mais il faut apporter des solutions. Et sur vraiment les procédés, on va accompagner aussi les constructeurs ou essayer, mais il faut prendre conscience que de toute façon, le bâtiment, c'est un prototype. Donc, depuis toujours, les assureurs apportent des garanties classiquement pour des opérations prototypes. Il est rare, même si ça se fait de plus en plus, de multiplier à l'envi un bâtiment. Donc, on assure de toute façon à la base des prototypes. Par contre, il faut aussi souligner dès maintenant que quel que soit le mode constructif, qu'il soit novateur ou non, le domaine général de la construction de bâtiments ne varie pas. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité et d'application des règles d'assurance, le régime général des contrats d'assurance s'applique sans aucun changement. Il n'y a pas d'assurance spécifique avec des garanties minorées pour des chantiers expérimentaux. Ça n'existe pas. C'est le même système qui s'applique pour un bâtiment en maçonnerie, charpente bois, couverture ardoise hyper classique, et le bâtiment qui serait construit, j'exagère, avec du bambou, de la toile de lin et des matériaux vraiment très écologiques, très, 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 très innovants avec du verre. C'est le même système juridique. Donc, ça veut dire que le permis d'innover qui a été impulsé par la loi sur la liberté de création en 2016, le permis d'expérimenter par la loi ESSOC, n'ont pas proposé des assurances avec des garanties dégradées. Non, ce sont les mêmes exigences.
Donc l'assurance, c'est le transfert par les fabricants et les entreprises du risque financier, les conséquences financières de leur responsabilité, en l'occurrence ici décennale, parce que l'assureur devra payer les sinistres. L'assurance décennale, c'est la garantie pendant 10 ans de la solidité. Donc 10 ans, c'est très long. On garantit la solidité. Et la France étant un pays avec un système d'assurance construction très performant, on apporte également une garantie pendant 10 ans sur l'impropriété à destination. Ça, c'est un sujet élastique parce que cette impropriété à destination, elle englobe des notions qui peuvent être subjectives. Dans une société où, moi, en tant qu'expert, je considère que le seuil d'acceptabilité du risque ou du préjudice baisse progressivement, on veut de moins en moins tolérer une malfaçon ou une difficulté rencontrée dans le domaine de la construction, on peut le comprendre, mais ça évolue et on est toujours on a de plus en plus de risques de dérive judiciaire et partant de ce fait, par exemple, une micro-fissure sur un enduit, est-ce que ça rend l'ouvrage impropre à sa destination? Ce sont des questions que l'on se pose régulièrement. Est-ce que la baisse du rendement d'un capteur photovoltaïque rend l'ouvrage impropre à sa destination? Donc, est-ce qu'on va, malgré, lié à ces problématiques-là, est-ce qu'on va apporter des garanties pendant 10 ans sur ces impropriétés à destination? L'impropriété à destination reste une notion de jurisprudence, et donc en jurisprudence, il y a prudence, et les assureurs vont retenir cette prudence parce que cette jurisprudence peut être défavorable aux assureurs et leur imposer des garanties qu'ils n'avaient pas prévu de couvrir. Et donc, je vous pose la question, où serez-vous le 2 mars 2033? Je vous laisse réfléchir. Vous ne pouvez pas répondre. Par contre, l'assureur, il sait que dans 10 ans, il devra être présent pour apporter des garanties. Et donc, il faut qu'il appelle aujourd'hui des cotisations pour pouvoir fiabiliser et justifier la rentabilité des primes qu'il a perçues pour pouvoir payer les sinistres. On doit donc appeler une cotisation d'assurance pour 10 ans. Alors, cette cotisation, en général, elle est appelée même avant la réception, donc c'est même avant 10 ans. Et donc, par exemple, aujourd'hui, les sinistres qui sont payés avec des coûts de construction qui se sont envolés correspondent à des primes qui ont été perçues avant le Covid, avant l'ART 2012. Donc, c'est bien là-dessus que les assureurs doivent baser leur équilibre financier et leur solvabilité pour qu'ils puissent apporter ces garanties. Donc, quand on est une entreprise qui a plus de 160 ans, c'est un peu plus facile, même si c'est facile pour personne. Mais on a vu des assureurs qui ont tenté leur chance et qui ont disparu parce qu'ils n'avaient pas la solvabilité. Donc, pour en venir aux notions de contrat de TNC, il faut retenir, comme l'a dit Émilie, que chaque assureur a sa définition de TNC, mais il y a un consensus sur ce que Émilie a présenté. Donc, le contrat, et je le note là, contient une restriction liée à des restrictions de garantie liées à l'application des techniques non courantes d'une façon générale pour toutes les constructions et en général pour tous les contrats. Je vais présenter après l'article L113.9. Je suis désolé, ça va être un texte de loi, mais c'est important que tout le monde puisse le lire, sur cette notion de proportionnalité de garantie liée au défaut de déclaration du risque de TNC. Parce que retenons quand même, je ne veux pas justement gâcher votre journée, assurer une technique non courante, assurer des techniques innovantes, c'est possible, mais ça se fera sous condition en abordant donc cette notion de TNC. Pour couvrir ce risque décennal d'un nouveau mode constructif, il faudra se rapprocher de son assureur et apporter un dossier spécifique. Donc, ce sont des dossiers techniques que moi et mon collègue, dans chaque unité de gestion de la SRAVTP, il y a entre 1 et 3 techniciens, ingénieurs qui examinent les dossiers pour analyser le risque et dire à l'assureur, voilà, ce risque-là, il est aggravé, ce risque-là, il est tout à fait normalisé, même si on est en technique non courante. C'est bien, dans le principe, l'assuré qui déclare son risque à l'assureur. C'est donc l'assuré qui doit dire « j'ai une TNC » ou « je n'en ai pas ». Et en général, dans les demandes d'assurance, vous devez répondre à une demande de l'assureur et l'assureur vous pose la question « réalisez-vous des techniques non courantes ?» Si vous répondez « oui », eh bien,
vous devez déclarer cette technique non courante et votre assureur va examiner ce risque. Si vous dites non, l'assureur apporte des garanties sans technique non courante. Et si, par malheur, il y en a une qui se révélait au cours du chantier et que cette technique non courante donnait lieu à un sinistre, on le verra tout à l'heure, il y aura des sanctions qui sont prévues dans le Code des assurances. Donc, dans le principe, quand vous assurez votre véhicule, vous dites à votre assureur « j'ai une vieille 2 chevaux ou j'ai une Porsche toute neuve », le risque n'est pas le même. Dans la notion de technique non courante, excusez-moi, mon propos est un peu léger, mais c'est bien cette idée. Il faut dire à votre assureur ce que vous allez lui demander d'assurer pendant 10 ans. Et l'assureur apportera une garantie en général avec une surprime surprime d'assurance, donc une cotisation complémentaire quand le risque se révèle plus important que le risque standard pour lequel vous êtes déjà assuré, et puis pourra apporter des garanties limitées en disant, par exemple, je limite à R+1, où on est d'accord, mais pas plus de 150 mètres carrés, ou sous condition de formation spécifique, d'attestation de formation, etc. Donc, il va falloir constituer un dossier pour justifier la durabilité et les performances de cette technique que vous allez employer pour que vous ayez une suite favorable. Si vous déclarez une technique non courante et puis que vous n'envoyez rien, votre assureur vous dira je ne couvre pas quelque chose que je ne connais pas. Donc, il faut vraiment déclarer le risque, c'est le fondement de l'assurance. Donc, il va falloir fournir un cahier des charges, validé ou pas par un contrôleur technique, par une enquête de technique nouvelle. Il va falloir fournir des essais menés par le CSTB, par des organismes pour lesquels les assureurs ont confiance, le CSTB, le FCBA, des arguments techniques un peu puissants, globalement tout élément visant à justifier que la technique qui va être employée est pérenne ou permet de mesurer le risque. C'est la mesure du risque. Si ça émane d'une entreprise, il faut parallèlement, outre la notion technique du produit, il faut que l'entreprise ait la capacité de réaliser. Donc, il faut qu'elle se professionnalise et qu'elle soit bien formée. Si demain matin, je me mets à construire votre maison, je ne suis pas maçon, il va falloir que j'apprenne mon métier. Retenez que cette notion de technique non courante ne concerne que les entreprises. Les architectes, les concepteurs ne sont pas assujettis à cette déclaration, et tant mieux. Sinon, on construirait des cubes avec des fenêtres carrées et on ne sortirait jamais, on n'aurait pas possibilité de faire évoluer les techniques. Donc, les concepteurs ont le droit, et ils ne sont pas embêtés par leurs assureurs, d'inventer des procédés totalement innovants. Mais l'entreprise qui les mettra en œuvre devra dire à son assureur « je vous fais un chantier avec des techniques innovantes ». J'ajouterai dans la recette, l'idée, ce n'est pas de dire je voudrais une assurance open bar, je fais cette technique-là quand je veux, où je veux. Essayez, si vous souhaitez développer une technique non courante, de faire un premier chantier, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les ATEX A et B. Alors, les ATEX, c'est bien la technique courante. À une époque, c'était de la technique non courante. C'est appréciation technique d'expérimentation. Pendant une époque, les assureurs ont dit expérimentation égale technique non courante. Aujourd'hui, c'est une technique qui est considérée comme une technique courante. Donc, faites le chantier expérimental, profitez de votre retour d'expérience, vendez ce retour d'expérience, et je l'espère positif, à votre assureur pour dire je vais faire un deuxième chantier et j'espère que la cotisation va être moins majorée parce que maintenant j'ai de l'expérience et je maîtrise encore mieux la technique, et donc mon produit a montré sa fiabilité. Et c'est comme ça qu'on peut progresser pour que le tarif d'assurance ne soit pas trop élevé. Donc, ce que je veux absolument, je suis désolé, c'est jamais très digeste, mais c'est un texte d'assurance, c'est le fondement de ces notions d'assurabilité des techniques innovantes pour savoir si on ne déclare pas, alors par omission ou parce qu'on a été imprécis dans sa déclaration du risque à l'assureur,
L'assureur peut, s'il découvre, ou si dans le cadre d'un échange ou la visite d'un chantier, il découvre qu'il y a une technique non courante qui est employée, l'assureur peut dire bon, bah, OK, dont acte, ou il peut dire bah, je vais vous demander une cotisation complémentaire parce que là, je pensais que vous mettiez des matériaux conformes à une norme. Là, vous mettez un produit, personne ne le connaît, donc je vais vous demander une cotisation complémentaire. Si l'assuré ne répond pas au bout de 10 jours, l'assureur peut dire bah, je mets fin au contrat. Pas d'assurance. Si la découverte de cette technique non courante se fait après sinistre, donc vous avez déclaré une activité tout à fait classique, il y a un sinistre, ce sinistre révèle une technique non courante qui est à l'origine du dommage. C'est pas, bah tiens, à l'occasion, non, il y a une technique non courante qui a été utilisée, elle est à l'origine du dommage. L'assureur peut appliquer une règle proportionnelle en disant, bah, si j'avais eu l'information au départ, j'aurais demandé une cotisation, admettons, de 120. Vous avez payé une cotisation de 60, eh bien, je vous paye la moitié du sinistre. Le reste, c'est à votre charge, puisque c'est bien le transfert du risque de l'assuré, de la responsabilité décennale du constructeur à l'assureur, et le risque, il n'était pas celui qui avait été déclaré. Donc, attention. Alors, je sais que j'ai des sociétaires qui me posent des questions, puis je n'entends plus parler du sujet. En fait, ils s'auto-assurent en disant, si jamais j'ai un sinistre, à ce moment-là, je paierai une part sur mes fonds propres du coût du sinistre. Je vais avancer en parlant des exemples de sinistres des nouveaux modes constructifs. Donc ça, c'est le retour d'expérience de ces dernières années sur les installations photovoltaïques qui ont été intégrées au bâti. Jusqu'en 2017, c'était une catastrophe. C'est 600 millions d'euros de coûts de sinistre, ces sinistres de photovoltaïque, avec la fonction étanchéité qui posait beaucoup de difficultés. Ça s'est beaucoup amélioré, et tant mieux. Mais c'était des procédés, nouveaux modes constructifs, des nouveaux procédés. Les douches sur plancher bois qu'on a vu de plus en plus et qu'on va voir de plus en plus. Donc ça, c'est des nouveaux modes constructifs pathogènes. On a eu beaucoup de sinistres sur des raccordements on a développé les isolations thermiques par l'extérieur et les raccordements des menuiseries avec les ITE, ça a été pathogène pendant de nombreuses années. Il y a eu des règles RAGE qui ont été créées pour améliorer ces situations. Mais c'est pour passer en exemple, 3 exemples, mais la liste pourrait être beaucoup plus longue, mais nous n'avons pas toute la nuit. Et donc, je vous parler de quelques exemples. Alors, est-ce que la construction en terre crue est un nouveau mode constructif? La réponse est non, c'est une technique ancestrale, mais si elle est utilisée dans un mode constructif incohérent, et donc là, en l'occurrence, on a un sinistre avec des remontées capillaires importantes, on a un enduit extérieur qui est un petit peu trop serré, même si ce n'est pas un enduit ciment, hein, c'est un enduit à la terre, mais c'est chaud, mais qui est un peu trop serré, donc qui ne laisse pas respirer le mur. On a un dallage extérieur, on a à l'intérieur un carrelage. Donc, l'évaporation naturelle du sol se concentre comme une mèche dans le mur en terre. Et ce mur de terre, même si ce n'est pas un nouveau mode constructif, cette façon de construire avec du béton autour de la terre, ça ne donne pas satisfaction. Une pathologie qui est en très fort développement, je pense que peut-être que la C2P à un moment donné sera saisie du sujet, c'est les fissurations, les enduits sur des isolants en fibre de bois. On a plusieurs dossiers qui arrivent, nouveaux modes constructifs, des procédés sous avis technique, d'autres sans avis technique. Mais on a une fissuration, micro-fissuration, quelquefois autour des fenêtres, l'eau s'infiltre, vient migrer dans la fibre de bois, ça augmente la fissuration, qui augmente l'arrivée d'eau, et en fait, les sinistres que je rencontre, on peut même aller jusqu'à la mise en cause de la solidité de la structure bois, parce que l'eau et le bois, ça ne fait pas bon ménage, et stocker de l'eau dans le bois, c'est quand même pas souhaitable. Et puis je reviens sur cette ouate de cellulose qui était une technique, un nouveau mode constructif à une époque. On va considérer maintenant que ce n'est plus un nouveau mode constructif, mais ça reste un matériau avec un risque d'incendie. Donc à gauche, c'est les photos des spots qui brûlaient, donc on n'avait pas mis de cloche sur les spots et donc on faisait brûler la ouate de cellulose. À droite, c'est un incendie relativement récent où on a mis un
spot halogène dans les comptes pour faire les travaux d'électricité et on a mis le feu à la ouate de cellulose, même si on était très attentif à une époque sur un nouveau mode constructif. Les matériaux peuvent continuer, même si on n'est plus sur des choses nouvelles, peuvent continuer à présenter une pathologie. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire sur l'approche de l'assureur. Je pense ne pas avoir été exhaustif, j'en suis désolé, c'est un peu technique. Je supprime le partage et donc je me tiens à votre disposition pour les questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Thomas. Le format du webinaire en temps court invite à la non-exhaustivité. Alors, quelques questions peut-être pour compléter. Pour un fabricant, quelles sont les assurances obligatoires pour vendre un produit en France? Garantie décennale, responsabilité civile ou autre? Alors, la responsabilité, il n'y a pas d'obligation d'assurance pour un fabricant. Sauf s'il, alors là on va rentrer dans les détails de l'assurance, s'il fabrique des procédés qui engendrent une responsabilité solidaire, donc il y a un article 1792-4 aussi, je ne sais plus, qui dit qu'un fabricant est considéré comme un constructeur s'il réalise certains produits, mais bon, il y a une évolution en ce moment dans le domaine de l'assurance sur l'assurance des fabricants. La question est un peu trop pointue pour qu'on ait le temps d'en débattre maintenant, mais certains fabricants ont l'obligation d'assurance décennale. Autre question sur le rôle du contrôleur technique, puisque si un assureur dommage ouvrage s'appuie sur le rapport du contrôleur technique pour accorder sa garantie et que ce même contrôleur est dans une posture systématique de refuser les techniques non courantes, de fait, l'assureur de dommage ouvrage va refuser d'assurer les techniques non courantes. La réponse est non. L'assureur dommage ouvrage ne peut pas refuser d'assurer des techniques non courantes. L'assurance est obligatoire. Quand l'assurance est obligatoire, l'assureur ne peut pas refuser de garantir. Le contrôleur technique est parfaitement dans son rôle quand il dit que dans son référentiel, il ne vise pas les techniques non courantes. Il donne son avis sur un référentiel qui sont les DTU, les normes, les avis techniques validés, etc. Il est par contre dans son rôle quand il l'alerte, le contrôleur technique fait de la prévention d'aléas, c'est le fondement de sa mission. Donc, il va prévenir l'aléa en disant à l'assureur, là, attention, on est sur une technique non courante, on est sur quelque chose qui sort de mon référentiel. Moi, en tant que contrôleur technique, je ne peux pas vous donner d'avis sur cette technique. Et donc, il place l'assureur et l'assureur de l'entreprise dans une position de devoir couvrir un risque qui a été prévenu par le contrôleur technique comme une technique non courante, et puis son rôle s'arrête là. La difficulté que l'on rencontre, c'est que parfois le contrôleur technique pousse jusqu'au bout en disant dans son rapport final de contrôle technique, avis non suivi des faits, avis sur les techniques non courantes, et ça peut créer une difficulté pour certains assureurs qui ne seraient pas des assureurs spécialisés dans le domaine de la construction. Mais ça ne me choque pas qu'un contrôleur technique. Et par contre, ce que j'entends parfois, c'est et je lèverai mon avis suspendu si vous fournissez une attestation nominative. Bon, là, le contrôleur technique, il sort de son rôle. Ça peut l'arranger, mais ce n'est pas son rôle de vérifier que l'entreprise est bien assurée pour ces techniques non courantes. Merci. Alors, toujours en dossier dommage ouvrage, est-ce à l'assuré de déceler dans son ouvrage les techniques non courantes ou est-ce du rôle de l'assureur, et je complète, ou est-ce que c'est dans le cadre d'un dialogue entre l'assuré et l'assureur que ces choses-là se précisent? Voilà, j'ai dit dans mon propos que c'est l'assuré qui déclare son risque. Je vais voir mon assureur en disant je roule dans une 2 chevaux ou dans une Porsche. C'est l'assuré qui déclare son risque et qui coche la case j'ai une technique non courante ou non, je n'ai pas de technique non courante. Ce n'est pas l'assureur qui fouille dans les dossiers de l'entreprise pour savoir, ou du CCTP, pour savoir si par hasard il n'y aurait pas une technique non courante qui se cacherait à la page 312. Non, c'est l'assureur qui reçoit une déclaration de risque avec ou sans technique non courante, et cette déclaration est faite par l'assuré, que l'assuré soit une entreprise ou un maître d'ouvrage, pour une assurance décennale ou pour une assurance dommage ouvrage. De fait, une question complémentaire, le maître d'ouvrage, en tant que non-sachant, est-il tenu de savoir si un produit n'est pas en technique courante et quelle est la responsabilité de sa maîtrise d'œuvre sur l'absence d'information envers le maître d'ouvrage?
là, on rentre dans certaines notions. Alors, la notion de technique non courante, comme l'expliquait Émilie, c'est quelque chose qui est facilement accessible, c'est pas caché, c'est pas secret, écrit en tout petit au fin fond d'un document. Ça apparaît en lettres de bonne taille dans tous les contrats d'assurance. Je sais que pour la SMA BTP, à chaque fois que, par exemple pour la dommage ouvrage, il y a une case oui, non, technique non courante, et la définition de technique non courante est rappelée dans la demande d'assurance. Donc, il faut lire le contrat. Je peux comprendre que pour un non-technicien, parler d'avis technique, de règles professionnelles, va aider, ça puisse être compliqué. L'assurance, c'est un métier, je suis d'accord, mais souscrire une assurance dommage-ouvrage, après, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens qui peuvent être conseillés. Je ne veux pas entendre que je déclare une assurance dommage-ouvrage et je suis incompétent, donc je ne sais pas ce que je déclare. Non, il y a des réponses à des questions. Et bon, après, peut-être que ça peut gêner certains, mais je veux que le maître d'ouvrage soit professionnel quand il déclare son risque. Effectivement, s'il dit « je ne suis pas capable », il y a des métiers, ça s'appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça s'appelle effectivement la maîtrise d'œuvre, qui peuvent effectivement aider le maître d'ouvrage dans les lacunes qu'il peut avoir. Mais c'est au maître d'ouvrage de se responsabiliser. S'il sent qu'il ne peut pas répondre aux questions, même sur les questions financières, il y a des vrais sujets en termes de financement d'opérations, chacun son métier. Dans le domaine de l'assurance, il faut que le maître d'ouvrage se fasse assister. Merci. Allez, une dernière question concernant peut-être le réemploi. Est-ce que vous pouvez préciser la marche à suivre concernant le réemploi tel que sollicité par… Ah oui, il y a une question qui revient plus haut dans le chat. Alors, je vous propose que celle-ci, on la traite par écrit. Peut-être une dernière question. Je reviens du côté d'Émilie. Concernant les publications semestrielles de l'AQC, est-ce qu'elles sont cumulatives? Autrement dit, est-ce qu'elles synthétisent toutes les précédentes pour donner une image à date? Oui, c'est une image à date. Enfin, c'est l'image du bâtiment au moment où on sort la publication. Et pour les personnes d'ailleurs qui veulent juste savoir ce qu'il y a de nouveautés, il y a la première page intérieure de la publication de la semestrielle fait un résumé des modifications en cours, ce qui vous évite de relire l'ensemble de la publication pour savoir ce qui a été changé. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Je me doute qu'il va y avoir des frustrations puisqu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On fera le maximum pour apporter ces réponses par écrit dans les éléments de restitution qui seront publiés sur notre site web dans les tout prochains jours. Il me reste donc à vous remercier, Émilie, donc peut-être de l'AQC, et Thomas Lemaire de la SMA BTP pour nous avoir partagé vos points de vue, vos connaissances et votre expertise sur ce sujet ce matin. Le format était court, voilà, ça mériterait certainement beaucoup plus d'échanges, mais c'est la règle du jeu avec ce format de webinaire. Merci à vous, participants, d'avoir été très nombreux ce matin, plus d'une centaine au pic des connexions. Donc, c'est un sujet qui suscite de l'intérêt, c'est évident. On aura probablement l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Voilà, il me reste à vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu dans 15 jours, où nous aborderons la question de la sensibilité à l'électromagnétisme, donc un tout autre sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et vous remercie d'avoir participé nombreux à ce webinaire. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.